Dans cette vidéo, on va s'intéresser au concept de pression vu sous l'angle du mouvement des particules qui constituent l'état désordonné dans un gaz. Nous restreindrons cette étude à un modèle dit de gaz parfait. Au sens strict, cette notion n'est pas rigoureusement à votre programme, pas en MPSI, par contre c'est au programme de PCSI. Or, parmi vous, certains iront en psy et c'est le programme de PCSI pour les concours qui fait foi quand vous êtes en psy. De surcroît, pour ceux qui iront en MP, il y a un module de ce qu'on appelle de mécanique statistique ou encore appelé de thermostatistique. Donc ce concept est particulièrement intéressant dans le but de votre futur programme de MP. Avant cela, je vais revenir sur le concept de Moyen-Âge de l'énergie cinétique pour une particule que j'avais introduit en disant que pour un gaz parfait monoatomique, dans ce cas-là, je ne réduis l'énergie cinétique qu'à l'énergie cinétique de translation. Il n'y a pas d'énergie cinétique de rotation. Et j'avais effectivement introduit ce terme de Moyen-Âge en l'écrivant sous la forme 3,5 de K fois la température absolue, où K est ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, à savoir le rapport entre la constante des gaz parfaits et le nombre d'Avogadro. Ceci, en fait, permet de définir le concept de température du point de vue de l'agitation des molécules, mais permet aussi de définir une grandeur qui correspond à la moyenne de la vitesse au carré. Cette grandeur, que l'on appelle vitesse quadratique moyenne, est telle que sa valeur au carré corresponde alors à la valeur moyenne de la vitesse au carré pour chacune de ces molécules, et on fait l'hypothèse d'ailleurs que c'est la même évidemment statistiquement pour toutes les molécules. On obtient effectivement ceci U au carré qui correspond à quoi? À 3,5 kT fois 2 sur M, à savoir 3 kT sur M, ce qui nous donne donc une vitesse quadratique moyenne qui va correspondre à 3 kT sur M, où M est la masse d'une seule particule. Ainsi, si on prend un gaz quelconque, c'est presque pareil en termes de formule pour un gaz diatomique, à savoir l'air. Donc si je me place dans l'air, je vais avoir une petite modification, ça va pas être un 3 ici, ça va être un 5, mais qu'importe. À 20 degrés Celsius, eh bien, on se rend compte que cette vitesse quadratique moyenne est de l'ordre de 400 mètres par seconde. C'est assez facile pour se souvenir de l'ordre de grandeur parce que ça correspond grosso modo à la vitesse du son et c'est évidemment relié. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que finalement ça va très très vite. Si on prend une pièce d'appartement qui fait, je sais pas moi, une petite dizaine de mètres de longueur, ça veut dire qu'en une seconde, on peut considérer qu'une particule fait 20 fois l'aller-retour en rebondissant comme telle une balle de ping-pong, ce qui est quand même très très rapide. Donc ça, c'est quand même assez important de se rendre compte de cet ordre de grandeur, à savoir que en moyenne, la vitesse des molécules est relativement importante à une température tout ce qui est plus classique. Voilà. Bien évidemment, si vous êtes à 1000 degrés, ça va beaucoup beaucoup plus vite. Et par contre, si vous arrivez à des températures proches du zéro absolu, le système se fige. Gardons bien cet ordre de grandeur en mémoire. Tout simplement pour considérer que quand une molécule vient frapper une paroi ou vient vous frapper tout simplement, le haut de votre tête ou de vos bras, etc., eh bien elle arrive avec une vitesse relativement importante. Donc pour les molécules qui viennent effectivement cogner mon tableau, ici effectivement, elles arrivent et elles tombent sur mon tableau vraiment en frappant mon tableau. Mais elles frappent le tableau et de surcroît, en frappant effectivement le tableau, elles rebondissent.
Et on va faire l'hypothèse qu'elle rebondisse un petit peu comme une boule sur une bande de billard, en conservant les angles, un petit peu comme pour une loi de la réflexion. Et donc on obtient ainsi une molécule qui va obtenir finalement, si elle a une vitesse initiale donnée, eh bien une vitesse en sortie qui en norme va être effectivement la même. La direction va être un petit peu différente. Je vais vous proposer ici un modèle où toutes ces vitesses seront réduites à la valeur de la vitesse quadratique moyenne. Ce n'est pas tout à fait juste, mais je vais vous proposer un modèle simplifié ici. Ainsi, en percutant, eh bien, il est clair qu'il y a modification de trajectoire. Or, on sait, d'après notre cours de dynamique, que n'importe quel objet qui subit une modification de trajectoire subit donc nécessairement une force. Ceci implique que la paroi exerce une force sur la molécule. En fin de compte, ce qu'il faut bien considérer, c'est que cette paroi, elle n'est pas rigoureusement plane. En fin de compte, c'est une véritable montagne, et en réalité, il faut voir ça d'un point de vue statistique. Il faut travailler sur un nombre grand N important qui arrive, qui percute la paroi, et de surcroît, le même nombre grand N d'un point de vue statistique qui rebondit. Mais c'est peut-être pas exactement la même molécule, en fin de compte, qui rebondit exactement dans la même direction. Mais si on a un flux qui arrive avec un angle donné, vous avez un flux complètement identique qui repart avec le même angle. Ça, c'est un petit peu plus judicieux de le voir comme ça. Donc, d'un point de vue macroscopique, ça veut dire que ce flux va subir une force qui, tout simplement, va être perpendiculaire à la paroi. Et ça va être la force exercée par la paroi sur les particules. Alors, je vais considérer ici une seule particule, mais ça peut être sur un ensemble de particules. Si j'ai une surface S ici qui subit le flux de particules, bah, je vais pouvoir définir une pression qui va être tout simplement le rapport de cette force sur la surface. C'est comme ça que je vais pouvoir construire le concept de pression. Ainsi, je vais encore simplifier mon modèle. Je vais faire une hypothèse dite d'isotropie du mouvement, à savoir que si j'ai une molécule qui se déplace vers le haut, bah, ça veut dire que je vais en trouver forcément une qui se déplace vers le bas. Si j'ai une molécule qui se déplace vers la gauche, je vais forcément en trouver une qui se déplace vers la droite. Et si j'ai une molécule qui vient vers vous, bah, obligatoirement, je vais avoir une molécule qui va vers le fond. Ça en 3D. Ainsi, bah, statistiquement, dans un cube, à l'intérieur de mon volume donné, bah, je vais pouvoir considérer que j'ai statistiquement un sixième des molécules qui vont vers la gauche, un sixième qui vont vers la droite, un sixième qui va vers le bas, un sixième qui va vers le haut, un sixième qui vient vers vous, et un sixième qui va vers le fond. En réalité, c'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. Je ne suis pas obligé de prendre les 6 directions, je peux prendre n'importe quelle direction, et par exemple, si j'ai des molécules qui partent en oblique comme ceci, j'ai forcément le même nombre qui vont partir en oblique à 180 degrés. De surcroît, on se retrouve avec des vecteurs vitesse qui sont orientés dans n'importe quelle direction. Toutefois, ces vecteurs vitesse résultent d'une composition de vecteurs vitesse de ma base cartésienne. Donc je vais pouvoir effectivement me réduire à ces 3 directions, et donc 2 sens par direction, donc 6 sens possibles, pour traduire l'ensemble de mes vecteurs vitesse. Chacun considéré en moyenne à une norme qui correspond à la vitesse quadratique moyenne. Ainsi, prenons à nouveau ma paroi ici de surface S. Et envisageons une molécule qui va arriver sur cette paroi
avec une vitesse qui correspond à la vitesse quadratique moyenne. Elle va rebondir, comme ceci. Regardons un petit peu la variation de quantité de mouvement pour cette molécule. La variation de quantité de mouvement, ça correspond à la quantité de mouvement à la fin moins la quantité de mouvement initiale. La quantité de mouvement à la fin va correspondre à la vitesse de la particule à la fin multipliée par sa masse. mu', et la quantité de mouvement au début, c'est mu. Or, en norme, u et u' c'est la même chose. Vectoriellement, c'est opposé. Donc, ça me donne ici moins 2 mu. Voici la variation de quantité de mouvement pour une molécule et je vais noter ceci delta P1. Bien. Regardons un petit peu maintenant ce qui se passe quand j'ai n molécules. Quand j'ai n molécules, j'ai juste à multiplier effectivement ceci par grand N. Donc je vais avoir moins 2 mu fois effectivement grand N. Je vais m'intéresser au nombre de molécules qui vont venir percuter ma surface S pendant l'intervalle de temps delta t. J'ai effectivement ma surface S qui est ici et en appui sur cette surface S, je vais définir un volume qui va être de type cylindre, dont la base, ici mon cylindre va être couché, dont la base va être S et dont la longueur L, ici, va correspondre tout simplement à U fois delta T. U est une vitesse, delta T est un temps, donc U fois delta T est une longueur. Bien. Ainsi, si j'ai une molécule qui est ici, qui a une vitesse U donnée, eh bien, pendant l'intervalle de temps delta T, cette molécule va donc se déplacer sur une distance L. Voici. Sauf qu'entre-temps, elle va rencontrer la paroi, donc elle va percuter effectivement la paroi. Prenons une molécule qui est en dehors de ce cylindre et qui se déplace à la même vitesse, U. Pendant l'intervalle de temps delta T, voici le trajet que cette molécule va avoir parcouru. Ainsi, elle ne va pas arriver à la paroi. Elle ne va donc pas subir le choc. En conséquence, les molécules qui sont susceptibles de subir un choc avec la paroi sont celles qui sont contenues a priori dans ce cylindre. Si j'appelle NV le nombre de molécules total de mon système divisé par le volume de mon système, eh bien dans ce cas-là, le nombre de particules qui va percuter ma paroi pendant l'intervalle de temps delta t, c'est tout simplement NV multiplié par quoi? Par le volume de mon cylindre, et le volume de mon cylindre, c'est S fois delta t. Attention, dans l'ensemble de ce volume, il y a des molécules qui sont susceptibles d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite, c'est celle qui m'intéresse, vers vous, vers le fond. Donc en réalité, je ne dois tenir compte que d'un sixième de ces molécules qui vont avoir un trajet de la gauche vers la droite. Ainsi, je vais me retrouver avec une quantité de mouvement pour ces n molécules qui va être tout simplement celui d'une molécule moins 2mu multiplié par n, à savoir moins 2mu multiplié par 1 sixième. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le... qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai oublié le U ici. Voilà. 1 sixième fois NV fois S fois U fois delta T.
Ainsi, si j'utilise mon repère, tout à l'heure j'avais donc j'ai I, je vais mettre IJK comme ceci, eh bien je me retrouve avec I est vers la droite, donc ça me donne du moins 2MU carré fois 1 sixième fois NV fois S fois delta T. Ainsi, si je calcule delta Pn sur delta T, ceci me donne donc la variation de quantité de mouvement associée à mes n particules qui va rentrer en interaction avec ma paroi, et ceci me donne donc moins 1 tiers de m fois nv fois u au carré, porté par le vecteur i, et étant donné, comme j'ai dit tout à l'heure, ma paroi est comme ceci, mon vecteur i est comme cela, ceci correspond de fait à la force exercée par la paroi par les particules sur la paroi. Qu'est-ce que je dis? C'est la force exercée par les parois sur les particules. En conséquence, la pression qui correspond à la force en question, je ne vais pas mettre ce qu'il y a en indice, divisé par la surface, eh bien, est égale tout simplement à 1 tiers fois la densité particulière fois la masse d'une particule multipliée par la vitesse quadratique moyenne au carré. On voit donc que la pression exercée sur les particules, donc par la paroi sur les particules, donc d'après la troisième loi Newton, la pression exercée par les particules sur la paroi, eh bien, correspond de fait au mouvement des particules. Il y a effectivement interaction mécanique parce que les particules en arrivant changent effectivement de direction. L'interaction va donc générer une action mécanique rapportée à l'unité de surface. Ceci nous donne donc une pression. On parle de cette pression exercée qui est une pression dite cinétique, dite au mouvement, avec à ne pas confondre avec la pression dite hydrostatique, quand il y a effectivement immobilité, et qui est souvent due d'ailleurs à la masse des objets ressentis, donc au poids, hein, dans un milieu où il y a une gravité. Maintenant, si j'utilise la formule obtenue tout à l'heure pour la vitesse quadratique moyenne, u au carré, c'était 3kt sur m, eh bien, j'aboutis ainsi à P, qui vaut quoi? 1 tiers, fois le nombre de molécules totales divisé par le volume de mon récipient, fois la masse d'une particule ici, fois U au carré, à savoir 3kt sur M. Les masses disparaissent. Les 3 disparaissent. K, je vous rappelle que c'est la constante des gaz parfaits divisée par le nombre d'Avogadro. Il nous reste ainsi P, qui vaut quoi? Le nombre de molécules totales divisé par le nombre d'Avogadro, l'inverse du volume du récipient, R, la constante des gaz parfaits, encore appelée constante thermodynamique d'ailleurs, fois la température, le nombre de molécules totales divisé par le nombre d'Avogadro, correspond donc au nombre de moles. On obtient ainsi P fois V,
qui est donc égal à nRT. Ainsi, on réalise une démonstration avec des considérations cinétiques de la loi des gaz parfaits.